Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Spollmeyer, une femme profondément connectée au corps, au mouvement et à l'expression de soi. Julie a 34 ans, elle vit aujourd'hui dans le sud du Finistère, près de la mer, et après plusieurs années de nomadisme. Et elle est cofondatrice de Womoon. Et depuis 2019, elle guide des expériences et des retraites transformatrices. Au fil de son parcours, elle s'est formée à la danse médecine, une pratique puissante qui invite à écouter le corps autrement, à le laisser s'exprimer et à libérer ce qui a besoin de l'être à travers le mouvement. Aujourd'hui, elle est facilitatrice et formatrice en danse médecine et son message est clair, notre corps a des choses à dire. Encore faut-il lui laisser de l'espace pour s'exprimer. Dans cet épisode, on va parler de mouvement, d'écoute intérieure, de libération émotionnelle et de tout ce que le corps peut nous apprendre quand on commence vraiment à l'écouter. Alors bonjour Julie, bienvenue au micro. Bonjour, merci pour cette introduction. Alors aujourd'hui, on va parler de la danse médecine, de ton parcours et de cette façon si particulière que tu as d'accompagner les personnes à se reconnecter à leur corps. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est avec tes mots, qu'est-ce que c'est que la danse médecine? Oui, merci. La danse médecine fait partie de la grande famille des danses libres. On va l'appeler comme ça, même si elles ne sont pas complètement libres. Je vais l'expliquer. Donc, les danses libres, c'est toutes les danses qui ne sont pas codifiées, pas chorégraphiées. Donc, on exclut toutes les danses de salon, les danses en duo et toutes les danses comme, je sais pas, le hip-hop, le modern jazz, le classique, etc. L'idée de la danse libre, c'est de laisser le corps s'exprimer et bouger comme il a envie de le faire. Et on va le guider donc avec la musique, avec un voyage musical. En danse médecine, on parle de vague de danse médecine parce qu'il y a vraiment cette notion de vague. On va commencer assez doucement jusqu'à atteindre un sommet, un climax, et puis redescendre tranquillement vers de l'intégration. Et en danse médecine, on va guider tout ce voyage avec la voix. Ça peut être de la guidance somatique, donc vraiment pour venir faire bouger les parties du corps de différentes manières. On peut faire tout ce qui est autour des symboles, donc des éléments, des archétypes, etc., de l'imaginaire, enfin voilà, on peut ouvrir plein de portes différentes, plein de guidances différentes pour pouvoir vraiment amener les personnes à vivre un voyage depuis leur corps. Ah, moi, je parle de danse depuis de nombreuses années. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont venues au micro de ce podcast pour parler de la danse. Donc, moi, j'ai parlé du Nia, j'ai parlé de la danse extatique, de la danse des 5 rythmes, qui sont donc toutes des danses que je pense on peut mettre sous le nom de la danse libre. Le Nia, il y a un petit Tout peu à plus fait. d'instructions peut-être que les autres, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert, en tout cas, juste pour parler déjà de la danse libre, et après, j'ai envie qu'on spécifie sur la danse médecine. Mais la grande découverte pour moi avec ce qu'on appelle la danse libre, c'est justement cet espace de liberté. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai fait des cours de ballet et très très rapidement, bah, j'ai compris que j'ai compris parce que j'étais pas assez souple, pas assez gracieuse, je sais pas quoi, je n'arrivais pas à performer comme une ballerine. Mm. Et donc, bah, je me suis sentie un petit peu comme le petit vilain petit canard dans le studio de danse. Et donc, je me souviens très très bien à 8 ans, quand j'ai arrêté mon cours de danse, je me suis dit, donc ça veut dire que je ne suis pas danseuse. Et j'étais très très triste parce que j'avais Mm. une très très bonne amie qui, elle, continuait la danse et elle avait beaucoup de cours, elle avait des cours en plus, et parce qu'elle était justement bonne, elle arrivait à performer en tant que ballerine. Et je l'enviais beaucoup parce que j'avais vraiment un appel à la danse. Mais voilà, j'ai dû faire le deuil
en me disant je ne suis pas danseuse. Après, un peu plus tard dans ma vie, j'ai découvert le rock et j'ai commencé à danser en couple. Et puis, je dansais. Mm. Chaque fois qu'il y avait des mariages de copains, on dansait. Les soirées, on dansait. Et puis après, ben, les mariages, j'ai pris de l'âge. Les mariages, il y en avait de moins en moins. Et puis de moins en moins d'occasions de danser comme ça. Et j'ai perdu le lien. Je suis devenue maman. J'ai perdu le lien avec ça. Et un jour, j'ai découvert, un peu par hasard, le Nia, qui était la pratique, moi, qui m'a ramené là-dessus. Donc j'ai découvert la danse libre. Et je me souviens très très bien de ce moment où je me suis mise à pleurer sur la piste de danse parce que Mm. j'ai découvert que je pouvais être danseuse et qu'en fait nous sommes tous danseurs. Oui, Et pour moi, la danse libre, c'est ça qu'elle permet, c'est qu'elle permet cette découverte de son être dansant, en fait, de rentrer en relation avec son être dansant au-delà de tout protocole, en fait. Il n'y a pas de chorégraphie, il y a pas on ne suit pas des instructions précises, on est juste à la découverte de son corps dansant. Et donc voilà, moi j'ai envie de dire, la danse libre, c'est ça le cadeau, c'est de découvrir que nous sommes oui, danseurs. complètement. Mhm. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi il y a quand même le mot médecine là dans la danse médecine? C'est un peu différent, c'est un peu plus spécifique que la danse libre. Pourquoi est-ce qu'on Oui, parle de danse médecine? oui. Alors, on spécifie danse médecine parce que ça va être l'intention qui va être donnée à la danse de pouvoir aller vers que ce soit un espace pour faire circuler les émotions, un espace pour rencontrer des parts de nous qu'on n'a pas forcément rencontrées ou qu'on a du mal à contacter par la pensée, par le mental. Et je crois beaucoup à l'aspect médecine de la danse comme un moyen de compléter des traumas, des schémas traumatiques qui sont en fait dans notre corps. Par exemple, j'ai vécu une situation a provoqué un trauma qui est enfermé dans mon corps. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai eu un accident de voiture et à la suite de cet accident, euh, en moi, ça s'est pas complété. Comme si l'accident était toujours vivant en moi, ce qui va faire que je vais avoir de l'hypervigilance, que je vais avoir tel ou tel symptôme. Et du coup, le trauma, on peut pas le régler par le mental. On peut le comprendre, on peut l'analyser, on peut le remarquer, mais ça reste quelque chose qui est dans le corps. Et du coup, il va falloir le compléter par le corps. Et la danse libre et la danse médecine est une manière de pouvoir compléter ces schémas. Donc, on peut aussi parler de danse médecine dans cet axe-là. En fait, ce que je comprends, moi, du trauma, c'est qu'il y a un choc tellement fort. Donc, ça peut être un accident, ça peut être une atteinte à notre corps, à notre sécurité, ou ça peut être une attaque Oui, émotionnelle, une attaque physique, un accident, un choc. En tout cas, c'est une espèce de choc. C'est un moment donné où on a l'impression que notre intégrité ou oui, notre intégrité est mise en danger. oui, Et donc, ça crée un choc fort que peut-être à ce moment-là, c'est tellement fort qu'on n'arrive pas à le processer complètement. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas été complètement digéré, qui n'a pas été complètement processé, et donc ça laisse des mémoires. Et ce que je comprends, c'est que, donc moi je suis coach depuis 20 ans, donc je coach beaucoup de personnes où à certains moments on voit que ce sont ces mémoires qui s'activent. Et quand ces mémoires s'activent, c'est comme si notre être vivait dans l'instant présent, en fait était encore affecté dans l'instant présent et réagissait dans l'instant présent comme si le danger était encore là. Or, le danger oui, n'est pas complètement. là. Le danger n'est pas là aujourd'hui, mais je réagis, je me positionne, cette mémoire se réveille. Et donc, ce que je comprends, c'est que dans la danse médecine, on a une opportunité de revisiter, enfin de créer un espace sécure pour finir le cycle de ces mémoires en fait, et donc de revivre peut-être une partie de ces émotions et de les laisser circuler en fait, pour qu'elles arrêtent de nous hanter ou qu'elles arrêtent de s'activer dans des situations dans lesquelles ça n'est pas utile. C'est ça? Oui, oui, en fait, on peut recontacter. Donc, il y a deux cas, bon, si on peut théoriser, et voilà, mais c'est plus complexe que ça. Mais il y a le cas où on vient vraiment revisiter, comme tu parlais, le trauma, mais à très faible pourcentage. L'idée de la danse médecine, c'est pas de venir
retraumatisée. Donc, par exemple, en parlant de cet accident de voiture, bon, fictif pour donner un exemple, je vais me connecter à peut-être 10% de la sensation de l'accident et venir bouger avec ces 10% et travailler avec ces 10% de cette sensation-là pour venir essayer de la faire bouger dans le corps. Donc ça, c'est vraiment où on vient utiliser à la fois le mental qui vient se connecter à cet événement-là et le corps. Mais ça peut aussi se faire de manière complètement détachée de je vais danser, je ne pense pas à cet accident, je ne pense pas à ce trauma. Et il y a des choses qui se passent dans le corps. Et on va pas forcément compléter à 100% et être guéri de tous ces traumas, évidemment, après une séance, un atelier de danse médecine. Mais plus on danse, plus on élargit ce chemin-là de communication avec le corps et plus on va remarquer en fait, pas forcément pendant la danse, mais dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, les symptômes de, par exemple, je parlais de l'hypervigilance tout à l'heure, qui ont été réduits. D'avoir moins peur des voitures, d'avoir moins peur du bruit et que du coup, là, comme tu parlais de la sensation d'être en danger maintenant, comme si j'étais pendant l'accident, bah, cette sensation-là, elle se réduit, voire elle peut disparaître si on est vraiment venu travailler en profondeur avec la danse euh, ou avec d'autres pratiques corporelles. Euh, voilà. Mhm. Et donc là, on a parlé de la danse médecine pour soigner des traumas. J'ai l'impression aussi que ça peut vraiment aussi, elle est aussi médecine, cette danse, pour juste soigner des choses moins importantes aussi, juste les petits traumas du quotidien. Je ne sais pas si on peut appeler ça des traumas, mais toutes ces choses qu'on n'arrive pas à digérer dans la vie, Oui, que ce soit les médias, ce qu'on voit sur les écrans, que ce soit des tensions relationnelles dans notre travail, dans notre couple, avec nos enfants, que ce soit des inquiétudes qu'on a sur certaines choses. Donc c'est toutes ces choses des espèces de choses qu'on n'arrive pas vraiment à gérer, où on n'a pas d'espace aujourd'hui. C'est vrai que dans notre société, on n'a pas toujours beaucoup d'espace pour être avec euh, euh, oui, les choses un peu difficiles de la vie, parce qu'on doit tellement faire face avec nos responsabilités, avec plein de choses. On est tellement sollicité par beaucoup de choses qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour être avec les difficultés du quotidien. Et donc, la danse peut aussi être un espace d'exploration de ça. Et j'ai aussi envie d'ajouter, juste pour le contexte, pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles associent pas tout de suite la danse médecine qu'avec des traumas. oui, complètement. J'ai aussi l'impression aussi que la danse médecine nous aide à connecter avec notre mission de vie, avec notre joie, avec nos envies. Il y a aussi toute cette connexion avec toutes ces énergies, à tout ce que la vie nous appelle à créer. Est-ce que tu veux parler un petit peu Oui. de ça aussi? Oui, 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 il y a plein d'autres choses à dire autour. Je trouve que une des joies immenses de la danse médecine, c'est qu'elle fait déconnecter du mental pour revenir au corps. On est tous un peu en pilote automatique avec la tête qui contrôle tout dans le quotidien parce qu'il y a des impératifs, il y a des choses à faire, etc. Les moments de danse médecine, ça permet de revenir au corps, de lui laisser la possibilité de s'exprimer et de lui laisser le contrôle, de les laisser bouger comme il veut, faire ce qu'il veut. Et déjà, cet espace-là est immense de déconnecter du mental et du coup des tracas, comme tu parlais, de connecter au corps, de venir habiter le corps, c'est-à-dire ressensibiliser des zones dans le corps. Euh, Sentir les espaces de tension, les sensations que procure le mouvement, toutes ces choses-là, d'être voilà plus sensible à tout ça. Et il y a aussi toute une perspective sociale collective parce que ça se pratique pas mal en groupe. Et du coup, va y avoir plein de belles dynamiques de connexion, de reliance et aussi de miroir de ah bah telle personne me fait penser à mon père ou à mon ex ou à une amie et je vais pouvoir, grâce aux personnes qui sont présentes, créer des miroirs de ma vie et aussi venir travailler et bouger les lignes dans mon inconscient pour voilà, retrouver plus d'apaisement
Et c'est un espace aussi très joyeux. Et moi, j'aime la transformation dans la joie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mhm. Et les peuples premiers dansaient beaucoup. Euh, est-ce que tu saurais parler de ça, du fait que on a toujours dansé en fait depuis des millénaires. La danse a toujours été quelque chose dans notre société et peut-être que c'est quelque chose qu'on a perdu ou enfin je sais pas si on l'a perdu parce qu'il y a de plus en plus de communautés de danse qui émergent dans les différentes villes de France. Mais voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse d'aborder cette thématique-là. Oui, alors je suis pas du tout experte du sujet, mais c'est vrai que la danse, c'était une manière de se rassembler, une manière de célébrer, une manière de, ouais, de connecter à sa médecine personnelle aussi. Tout ça dans un aspect rituel, du coup, sans jugement et avec le côté sacré de la danse. Ce qui est dommage maintenant, si c'est un gros stéréotype des sociétés occidentales. On danse donc soit pour performer et être danseuse comme tu l'as nommé au début, soit parce qu'on ose danser parce qu'on a trop bu. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir que ces deux espaces de danse. Et moi-même, j'avais vraiment cette frustration de ne pas pouvoir trouver d'espace de danse parce que danser avec des personnes alcoolisées, c'est aussi pas avoir des conditions de sécurité très fortes. Enfin voilà, je me souviens quand je dansais en boîte de nuit et que j'avais peur que des hommes m'attouchent sans mon consentement, ce genre de choses, c'est pas hyper sécurisant comme espace de danse. Et du coup aussi maintenant d'avoir ouais, toutes les danses libres, que ce soit l'extatique, 5 rythmes, la danse médecine, plein d'autres danses, permettent d'avoir des espaces plus sécurisants et des espaces dédiés à ça, sans substance et sans parole aussi. Je sais pas si tu voulais en parler, mais je trouve que le fait du coup de ne pas pouvoir pas avoir la possibilité de parler pendant les danses, donc de dire ah elle est bien cette chanson, hein, ou ce genre de choses, ça permet vraiment de déconnecter du mental et de pas être dans la conversation même de ah j'aime bien tes chaussettes, enfin des petites choses comme ça qui c'est bête, mais ça nous ramène au réel, à la parole, à comment est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas, etc. Et ces espaces sans parole et sans substance permettent vraiment de revenir à l'essentiel et de connecter au corps. Oui, voilà, parce qu'on danse pendant 1 heure et demie, parfois plus. Et effectivement, il n'y a pas de parole sur la piste de danse, pas de téléphone, pas de parole sur la piste de danse, et donc pas de vidéo non plus, souvent. C'est souvent Oui, une des règles, pas de substance. Et c'est pour ça que dans la communauté où je danse à Los Angeles, après la danse, on danse tous les samedis, on fait un pique-nique. Parce que du coup, on a quand même envie de se rencontrer, on a quand même envie de se parler, oui. mais on fait le pique-nique après pour vivre ça. Comment toi, est-ce que t'en es arrivé à cette pratique? Quelle a été ta découverte et comment t'en es arrivé là? Ouais. Alors moi, enfant, j'ai fait de la danse moderne jazz et je détestais ça. En fait, j'adorais. J'avais vraiment un paradoxe que je n'arrivais pas à résoudre, c'est que je détestais aller en cours de danse. Je pleurais à chaque fois avant et en même temps, c'est la seule activité que je voulais faire parce que j'adorais danser. Mhm. Et du coup, chaque année, ma mère me demandait, tu veux t'inscrire à quoi? Je sais pas, à la danse. Et je sais plus quel jour c'était, mercredi, mettons, je pleurais. Donc, j'avais vraiment cette dichotomie et je dansais seule chez moi. Je dansais avec mes copines et voilà, c'était une danse d'improvisation, on appelait ça. Mais c'est rigolo. Je faisais déjà de la danse libre et c'était déjà ce qui me parlait. Ensuite, j'ai un peu quitté, voilà, les seuls espaces de danse, c'était des espaces festifs. Je dansais peut-être un peu chez moi, mais petit à petit, j'ai plus eu des pratiques de yoga pendant assez longtemps. Je me suis formée en yoga et c'est rigolo, c'était pendant ma formation en yoga, mon enseignant était aussi DJ d'ecstatic dance. Donc, je n'étais pas tombée par hasard. C'était en 2018, je crois. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ecstatic dance et j'ai adoré. Je me souviens que mes camarades ce yoga teacher training me disaient, tu vas
libérer les femmes avec la danse, quoi. C'était marrant, elle m'avait dit ça, je m'en souviens bien. Et en Mhm. effet, guider du yoga, oh là là, c'était terrible. Devoir dire bras droit, bras gauche, enfin, ça me créait beaucoup de rigueur en moi. Et du coup, les retraites que je tenais, j'ai tout de suite remplacé à 80% le yoga par la danse libre dès 2020. Et puis, je tournais un peu autour du pot dans mes outils, dans ma manière de guider. Et du coup, j'ai décidé de me former en 2023 auprès de Milena May, qui est en Amérique. Elle est au Salvador et elle fait des immersions entre le Canada, Mexique, Costa Rica. Et à la fois aussi un enseignement en ligne. Donc, je me suis formée à ses côtés. Et là, c'est vraiment là que j'ai compris que la danse était médecine euh, de manière très puissante. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie quand tu as commencé à pratiquer cette danse? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ouais, je pense que ça m'a vraiment sauvée la danse médecine parce que j'étais arrivée à la fois à un moment de ma vie où professionnellement ça n'allait plus du tout. J'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais. Et personnellement, j'avais vécu deux gros traumas dans les années qui précédaient la formation. Et du coup, mon système nerveux était complètement dérégulé et en fait, je croyais que c'était qui j'étais et que ça me définissait. Et alors que c'était juste des symptômes en fait d'aller au burn-out continuellement, d'être en grosse hypervigilance, d'avoir beaucoup de peur sur différentes choses. Donc je suis arrivée comme ça à la formation. Et j'ai vécu, surtout sur la première immersion, beaucoup de moments de transe, donc de moments où la tête lâche complètement et c'est le corps qui guide. Et j'ai vécu ouais, quelque chose de très fort. Et c'est après, en sortant de la formation, que je me suis rendu compte que j'étais transformée et que cette transformation ne m'a pas quittée. Et en plus, j'ai eu la joie de pouvoir transitionner petit à petit professionnellement également vers la danse médecine. C'est pour ça qu'elle m'a doublement aidée à titre personnel et professionnel. Et ouais, ça a vraiment été très puissant et je continue à me former à ses côtés et je pars dans un mois pour danser à ses côtés au Mexique. Hmm. Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de se reconnecter à son corps, hein? Tu disais tout à l'heure, je pensais que c'était moi, je pensais que c'était ma manière d'être et j'ai compris que c'était que des symptômes. Pourquoi est-ce que ce chemin est compliqué? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre ça? Je vais peut-être pas donner une réponse universelle, mais pour moi, je me souviens, j'ai eu un accident de vélo et je me souviens que, par exemple, quand je devais me présenter à quelqu'un, je disais bonjour, je m'appelle Julie, je suis plus 31 ans et j'ai vécu un accident de vélo. Enfin, je le nommais dans la première chose comme on peut nommer un peu systématiquement ce qu'on fait dans la vie. Le corps, ça reste enfin, 80-90% de notre matière physique. Et du coup, les symptômes, quand on arrive, quand ils nous habitent, quand ils sont omniprésents tout le temps, c'est difficile de, de, de faire la part des choses et de voir que ce n'est que des symptômes et pas des traits de sa personnalité, d'être en repli socialement, de ce genre de choses. En fait, parfois, c'est juste des réactions, des protections pour pas atteindre enfin, voilà, des choses qui sont douloureuses en nous. Euh, On s'identifie en fait, on s'identifie à ouais, ce qui nous est arrivé et on réalise pas que c'est possible de guérir ça en fait. On se rend pas compte. oui. Mhm.
Oui, oui, oui. Et puis il peut y avoir une forte dissociation qui se crée entre notre cerveau et notre corps pour pas aller contacter ces sensations, pas aller écouter ce qui se passe et se dire, OK, en fait, si j'ai extrêmement mal je sais pas moi, j'ai souvent mal au sacrum, bah, quand j'ai mal au sacrum, c'est que en fait, je suis peut-être pas alignée à ce moment-là, ou j'ai peut-être des peurs, des anxiétés sur lesquelles il va falloir travailler. Du coup, le corps donne des symptômes de OK, ça va pas. Et quand on l'écoute pas, il va crier plus fort et plus fort et plus fort et plus fort. Donc, je trouve que plus on habite son corps, plus on est à l'écoute de son corps, plus on peut s'apporter de la douceur, s'apporter du repos, s'apporter de la compréhension, du mouvement, des temps en nature et reconnecter aux sensations et ne plus vivre que dans cet état dissociatif que dans la tête. Mais tu dis le corps a des choses à dire. Oui. Et donc moi, je porte le même message, hein. J'ai développé toute une méthode de coaching, le coaching body mindset, et j'explique vraiment, je dis le corps donne la direction, la tête donne la permission. Et j'ai envie de t'entendre avec tes mots. J'adore. C'est chouette, hein? Euh, Mm, donc c'est important de travailler dans notre tête pour que notre tête nous donne la permission, parce que beaucoup la tête, souvent la tête, quand on a des croyances limitantes, eh ben, la tête ne donne pas la permission. Elle dit tu peux pas y arriver, c'est pas possible, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu risques de te tromper. Enfin, il y a toutes les raisons, toutes les peurs qui font que bah, la tête donne pas la permission. Donc c'est important dans le coaching, on travaille beaucoup le mindset, donc on travaille à ce que l'horizon s'ouvre, les possibles s'ouvrent dans la tête et qu'on on croit que c'est possible pour nous d'avoir ce qu'on veut. oui. Donc ça, c'est la tête doit donner la permission. Et le corps donne la direction. Le corps nous guide, le corps nous oriente, le corps est un GPS. Et donc moi, je sais comment j'en parle, mais j'aimerais bien, apparemment ça te parle quand je dis ça, donc j'aimerais bien entendre avec tes mots, comment est-ce que le corps a des choses à dire, mais il ne nous parle pas comme la tête nous parle. D'accord? La tête, elle Oui. parle avec des pensées. On a des pensées, on a des croyances, on a une intelligence, on réfléchit, euh, on raisonne. Comment est-ce que le corps nous parle? Ah, bah, de plein de manières. À chaque seconde, là, par exemple, je sens, parce que je suis en train de t'écouter, je suis en train de me dire, ah, je suis enregistrée, il faut que je... Là, je parle de mon mental, mais ensuite, je parlais des sensations dans mon corps, où je donne des réponses, je sais pas, intelligentes, ou je ne sais quoi, mais voilà, tout ce qui se passe dans ma tête. Et dans mon corps, par exemple, là, il me parle de différentes manières. Je sens que mon souffle est plus court qu'à la normale. Parce que je suis excitée, voilà, je suis dans la conversation. Je sens une chaleur au niveau de mes côtes, quelque chose, peut-être une petite compression au niveau de mon corps, de mon cœur et de mon thorax. Je sens que mes yeux, ils sont très ouverts. Je sens que je suis déposée dans mon bassin. Euh, voilà, par exemple, là, comment mon corps, il me parle maintenant. Il parle à chaque instant, en fait. Si on l'écoute à chaque instant OK, quand je fais un câlin à mon partenaire, peut-être, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quand je caresse un chien, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quand je mange, euh, il y a des sensations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, Et c'est des il nous parle sensations. La continuellement. tête a des pensées et le corps a des sensations. Des sensations, des couleurs et parfois des messages. Je donne souvent, pendant les danses médecine, je pose des questions. Et je dis toujours, alors c'est très difficile, mais au bout d'un moment, parfois on y arrive, de laisser votre corps répondre. Et Mhm. du coup, ça peut être avec une couleur, ça peut être avec une texture. Il y a tout un imaginaire ça fait quand même aller dans des états de conscience modifiés. Ça peut être tout petit, mais j'ai dansé juste avant de l'appel et je me sentais légèrement un peu high, tu vois, juste après avoir dansé, ça donne des perspectives comme ça. Et du coup, en connectant vraiment au corps à travers la danse, quand je dis OK, quel message à votre corps maintenant? Ça peut être ouais, sensation, émotion, ça peut être voilà une envie de pleurer, une couleur, ça peut être
une phrase, hein, des mots, mais parfois c'est un peu bizarre, quoi. Moi, souvent, j'ai des mots, quand mon corps donne des mots, c'est un peu, si j'avais dû les trouver avec ma tête, j'aurais pas trouvé ça. C'est un peu bizarre. Voilà, c'est ça, j'appelle ça un peu des fulgurances. Et c'est des choses, c'est des espèces il y a des espèces de savoirs qui émergent qu'on n'aurait pas pu penser. Complètement. Ouais, 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 ouais. Et c'est pour ça que enfin, c'est aussi pour ça que c'est hyper important de donner la parole au corps, c'est que il a toute une autre manière de vivre que notre mental et il a plein, 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 plein d'enseignements Voilà. à nous dire. Le mental est intelligent et j'ai l'impression que notre corps a une sagesse. Et, et c'est formidable d'être intelligente et notre société a beaucoup, beaucoup valorisé notre intelligence et tout notre système scolaire est là pour nourrir l'intelligence. Donc on travaille beaucoup, beaucoup, on valorise énormément la science et tout ça, c'est formidable. C'est une vraie, vraie, vraie force de l'être humain d'avoir ce cerveau, d'avoir cette intelligence, d'avoir cette capacité d'accumuler des connaissances, d'apprendre, de raisonner, de calculer, de mesurer, Mm. tout ça, c'est génial. C'est vraiment quelque chose qui nous permet, enfin qui est très aidant pour naviguer le monde et naviguer la société dans laquelle on est. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, c'est vrai que on n'a pas, on m'a pas appris à écouter mon corps. D'ailleurs, on Oui, m'a dit, à 7 ans, on m'a dit, maintenant, tu as l'âge de la raison. Je me souviens très très bien de mes 7 ans quand on m'a dit, maintenant, c'est l'âge de la raison. Et, 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 aïe, aïe, aïe. et quelque part, on m'a dit, voilà, toute ta dimension émotionnelle, énergétique, tes ressentis, ce que tu as envie, tes désirs, tes besoins, tes limites, enfin, parce qu'en fait, c'est de ça dont notre corps nous parle, hein, et nous parle de toutes ces choses-là. Bah, en gros, ouais, c'est bien, mais c'est ton histoire personnelle. Ça t'appartient. Mais dans la société, ce qui est important, c'est d'être raisonnable, de s'adapter au groupe, quelque part, j'avais un peu pour moi le message que ça dérangeait. Et en plus, concrètement, hein, quand on passe nos journées en salle de classe, assise sur une chaise, à ne pas bouger, et après, maintenant aujourd'hui, de plus en plus avec les écrans et les téléphones, on est après ensuite dans notre lit, dans notre canapé, sur la table de la cuisine, en train de scroller. Et du coup, on est énormément statique. Or, j'aimerais bien que tu en parles, mais pour moi, la clé pour que le corps commence à nous parler, c'est de le mettre en mouvement. Oui. Ça me fait juste penser à ce que tu disais quand un enfant se cogne, se fait mal et tout, on lui dit tout de suite, allez, hop, t'as plus mal. Enfin, on lui demande de contenir et de pas connecter à la sensation. Voilà. Donc, en fait, si on n'y avait pas eu ce conditionnement, tout le monde serait, enfin, les enfants sont par nature connectés au corps, aux sensations, aux émotions, à toutes ces choses-là. Et plus on grandit, plus on met de filtres, plus l'éducation met un filtre. Et ouais, c'est maintenant là, on fait le chemin inverse. On Exactement. déséduque, on Voilà. déséduque à ça. Oui, moi, Donc, j'ai allaité mes pardon. enfants et un petit bébé, quand il a envie de manger, quand on l'allaite, on lui donne à manger à chaque fois qu'il demande à Ouais, manger. Et on a confiance dans l'intelligence de l'enfant. On a confiance que s'il demande à manger, on lui donne le sein. Et à un moment donné, après, peut-être parce que c'est vrai que ça nous arrange, parce que ça nous permet d'être un peu organisés dans notre société, on décide que le petit déjeuner, c'est entre 6h30 et 9h, que le déjeuner, enfin après chacun trouve son créneau, mais on décide que les repas, c'est 3 fois par jour. On décide que, alors on l'a aussi décidé parce que peut-être qu'il y a eu des analyses, un peu de recherche qui expliquent que effectivement ça semble être la chose qui marche le mieux pour la majorité des gens. Mais ça devient finalement le dogme, quelque part, de c'est comme ça oui, qu'on doit vivre. Et du coup, on n'écoute plus du tout les signaux de notre corps. Or, notre corps ouais, nous dit ce dont il a besoin, nous dit quand est-ce qu'il a faim, et nous dit même, moi j'ai découvert que mon corps me dit ce qu'il a envie de manger. Par contre, il a fallu que je me sèvre de l'addiction au sucre, parce qu'aujourd'hui, très très souvent, c'est le oui. sucre qui parle. C'est le sucre qui parle plutôt que la vraie sagesse du corps. Mais le corps nous guide, ouais, à travers nos ressentis. Notre corps peut nous dire au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil et aussi au niveau de nos relations. Le corps nous dit, tiens, là, il y a quelque chose de bon pour toi. Ou au niveau d'un projet, au niveau d'une idée, au niveau de est-ce que je prends ce job? Est-ce que je déménage dans cette maison? Est-ce que je vais vivre Mm. ici? Est-ce que je vais développer une relation avec cette personne-là? Notre corps a beaucoup, beaucoup d'informations. Oui, complètement.
Complètement. Et d'autres choses qu'on n'a pas nommées juste dans les informations avant de passer au mouvement. Mais nous, en tant que femmes, avec le cycle menstruel, c'est énormément, énormément, énormément d'informations qu'on a tout le temps. De est-ce que nos règles sont régulières ou pas, la durée de nos cycles, la couleur de notre sang, nos douleurs ou pas, le syndrome menstruel, enfin, toutes ces choses sont aussi des messages du corps. Et on a encore plus cette invitation à se connecter, à écouter tous ces messages-là. Voilà. Mhm. Ce qui m'interpelle beaucoup, moi, c'est peut-être quelque chose, je ne vais pas dire que j'ai des regrets, parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Mais moi, je fais partie de cette génération à qui, très rapidement, on a dit, prends la pilule. Et c'est vrai que Hmm, c'était chouette parce que ça permettait de faire des études, de ne pas tomber enceinte. Ça a permis beaucoup, beaucoup de choses pour les femmes, cette contraception. Ça nous a ouvert plein, plein de portes. Mais en même temps, c'est devenu une espèce de norme. C'est normal de prendre cette contraception. Or, aujourd'hui, elle affecte justement, elle vient vraiment perturber ce cycle naturel et du coup nous oui. couper à nouveau d'une sagesse profonde, d'une connexion à une sagesse profonde. Ah bah complètement, complètement. C'est comme les conditionnements sociétaux dont on a parlé juste avant. Ça vient complètement dérégler et mettre en mode automatique tous voire d'éteindre plein de signaux côté, ouais, avec la pilule, ouais. Mhm. J'ai vraiment l'impression en ce moment que, comme tu disais tout à l'heure, on revient en arrière. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que il y a une vraie conscience qui est en train d'émerger sur l'importance de revenir au corps, de revenir à la terre, parce que c'est lié tout ça, de revenir au corps et de revenir à la terre et de revenir à cette énergie, quoi, changer la relation, vraiment changer la relation qu'on a avec notre corps et changer la relation qu'on a avec la terre. Euh, Oui, et voilà, je sens que c'est très très présent. Moi aujourd'hui j'ai été coach, j'ai travaillé sur le mindset pendant des années et maintenant je parle du corps. Mais quand je regarde autour de moi, je suis pas du tout la seule à faire ce chemin-là. Et je trouve ça chouette. Je me dis vraiment que pour moi c'est une étape d'élévation de notre conscience collective. On a une opportunité là, si on va vers le corps, si on va vers la tête, la terre, si on change cette relation, de vraiment comprendre des choses fondamentales au niveau du sens de notre existence. complètement, complètement. C'est les deux clés, je pense, qui peuvent sauver l'humanité. Parce que, ouais, si on prend conscience des trésors, de la richesse, de la beauté de la nature et aussi du corps, ça fait qu'il y a plein de choses de destruction de la planète et aussi du corps avec, tu parlais du sucre, on parlait de la pilule, voilà, toutes ces choses-là, c'est des pillages du corps. Bah, en écoutant la nature et le corps, on peut revenir à plus de raison, mais dans le bon sens du terme. Et de Euh, résonance. Moi, je dis souvent, il y a la ouais. raison, il y a la résonance, plus de résonance. Un message que je voudrais poser là pour les auditrices qui nous écoutent, moi, vraiment a été profondément révélateur et que j'ai découvert sur la piste de danse. Donc moi, j'ai fait ça, je vis en Californie, aux États-Unis, donc je vais dire la phrase en anglais et après je vais la traduire. Euh, Régulièrement, j'entends sur la piste de danse la personne qui guide qui dit It's not about how it looks, it's about how it feels. Et Hmm. vraiment ce message de l'important, ça n'est pas ton apparence. L'important, c'est ce que tu ressens. Et cherche à ressentir au maximum. Et on s'en fout en fait de savoir à quoi tu ressembles sur la piste de danse. Mais j'ai envie de dire, dans la vie en général, en fait, aujourd'hui, par rapport à notre relation à notre corps, notamment pour les femmes, on a tellement mis notre attention sur notre apparence qu'on dépense une énergie phénoménale à se Et préoccuper. de Est-ce que je l'argent aussi. et de l'argent, et en plus ça pollue la planète. La mode, Ouais. les cosmétiques, l'industrie de la mode et l'industrie des cosmétiques est extrêmement polluante, donc ça affecte la planète. On se préoccupe, on dépense un argent, une énergie et un temps phénoménal, et surtout on se limite en tant que femme énormément, on se limite énormément parce qu'on a des jugements sur notre apparence. La majorité des femmes se lèvent le matin et se posent trois questions. Comment est-ce que je peux être belle? Comment est-ce que je peux être jeune? Et comment est-ce que je peux être mince?
Et ça, les hommes, ils se posent pas la question. Ils se Hmm. posent la question de est-ce que mon jean est sale et est-ce que je peux le remettre aujourd'hui? Est-ce que je peux mettre baisser tout? C'est la seule question qui se pose. Et donc ça, moi, j'ai vraiment envie de réveiller le monde par rapport à ça et de dire arrêtons. Alors ça veut pas dire qu'il faut arrêter. Il y a quand même un côté féminin de s'intéresser au beau. Là, j'aime les boucles d'oreilles. J'aime bien. Il y a quelque chose de la relation qu'on a au beau, à la matière. Le vêtement est aussi un moyen de célébrer son corps. Donc je dis pas qu'il faut arrêter de s'intéresser aux vêtements qu'on porte, mais remettre le curseur à la juste place et de se dire pendant tout ce temps où je me préoccupe de mon apparence, je ne me préoccupe pas de mes ressentis. Et quelque part, Oui. quand je ne me préoccupe pas de mes ressentis, eh ben, je deviens très domesticable. Je tolère des rythmes de vie, des dynamiques relationnelles, des déséquilibres sociétaux. Euh, je tolère des douleurs, je tolère plein de choses en fait, parce que mon attention n'est pas sur mes ressentis. Elle est à l'extérieur de moi, sur mon apparence ou sur les autres, leurs besoins ou leurs opinions sur moi. Et donc voilà, la danse permet Hmm. pour moi de redévelopper cette relation à soi où on s'intéresse et où on apprend à placer notre attention sur nos ressentis. Et ce qui est, pour compléter ce que tu dis, euh, beaucoup de fois, enfin les fois où je me trouve la plus belle, c'est depuis mes sensations. Tu vois, c'est en dansant. Donc je ne me vois pas, évidemment. Il n'y a pas de miroir aussi, on l'a pas évoqué, mais comparé à de la danse. Et ben, depuis mes sensations et ma manière de bouger, mais pas pour performer et être vue et avoir des beaux mouvements, non, parce que mes mouvements me procurent du plaisir, de la joie, de l'aisance. Et ben, je me trouve belle dans mon mouvement. Ben, oui, alors que je ne me vois pas finalement. Mais c'est depuis mes sensations que j'accède à cette beauté-là et je trouve, moi qui du coup qui facilite des ateliers de danse médecine et du coup qui sont souvent majoritairement avec des personnes qui ne, je mets des gros guillemets, hein, qui ne savent pas danser, qui ne sont pas danseuses, danseurs professionnels, etc. Eh ben, je trouve que justement, c'est parce qu'elles ne savent pas danser et qu'elles sont pleinement avec leur ressenti que leur danse est magnifique parce qu'elle est habitée, elle est puissante, elle est dans l'émotion et pas dans est-ce que mon mouvement est beau, est-ce qu'il est impressionnant, est-ce que ceci et cela. Et souvent, j'ai des montées d'émotion juste parce que c'est très beau. Mais ça peut être une main qui se ferme, ça peut être un regard qui s'ouvre, ça peut être un pied qui avance. C'est c'est dans le micro enfin, le minuscule qu'émerge cette beauté-là, quoi. Mhm. Donc justement, ça tombe bien, je voulais te poser la question. Il n'y a pas besoin de savoir danser pour faire de la danse médecine. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que ça peut être un gros Oui. blocage. Et voilà. Et c'est même plus facile. Gabrielle Roth, qui a créé la danse des 5 rythmes, elle, au début, c'était une danseuse professionnelle, une chorégraphe, et du coup, elle a commencé avec un public plutôt de danseurs pros. Et en fait, elle décrit dans ses livres, c'est le public le plus difficile à avoir. Pourquoi? Parce que quand on fait de la danse à un niveau académique, c'est douloureux pour le corps. Par exemple, les danseuses classiques avec leurs pieds complètement abîmés, il faut se couper de la sensation du corps pour danser à très haut niveau. Quand je grossis les traits, mais vous comprenez. Et du coup, c'est le chemin complètement inverse qu'on demande ici. On ne demande pas de danser bien, on demande de ressentir. Et du coup, ça va être même beaucoup plus facile pour un public qui ne sait pas danser, qui n'a pas fait de danse, de connecter aux sensations, aux ressentis de la danse et de ne pas être dans une volonté de faire beau, même Mhm. si ça peut être beau, évidemment, mais pas que. Mhm. Qu'est-ce qui surprend le plus les personnes qui vivent cette pratique pour la première fois? Hum, j'ai envie de te dire que c'est tout le temps différent. C'est ça qui est très beau. Un voyage, donc souvent je fais sur un thème et
Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe chez chaque personne et il se passe mille choses différentes chez chacune. Euh, si j'arrive à trouver quelque chose de plus... Ouais, c'est vraiment différent à chaque fois. C'est arrivé qu'il y ait des personnes qui disent, waouh, c'était le moment ou un des moments les plus beaux de ma vie. Mhm. Et donc, c'est pour montrer à quel point on peut, et moi aussi, je pense que la plupart des moments les plus beaux de ma vie, c'était des moments où je dansais parce qu'on accède à de la grâce, on accède à plein, plein, plein à de l'émerveillement, à de la sensation vraiment, profonde et c'est rare dans la vie. Je pense que Mm. c'est parce qu'on se rend compte, on vient à sa rencontre, à la rencontre de soi, Ouais. et on accueille ce qui est là, sans le juger, en fait, sans chercher à ce que ce soit autrement. On accueille ce qui est vivant en soi, on accueille ce qui est présent, on ressent les choses pleinement dans cet instant. Et en fait, c'est ça qui est tellement tellement bon et délicieux en fait. Aujourd'hui, on vit dans une société qui pense, qui performe, et, euh, Mm. et dans la danse, on ressent. Et on découvre que nous sommes des êtres énergétiques, des êtres sensoriels, des êtres sensuels, des êtres érotiques, des êtres... Voilà, et on découvre le cadeau du corps en fait. On reçoit le cadeau du corps. On Oui, vit. et on s'autorise on peut être aussi un corps en colère, on peut être un corps en Oui, rage, on peut être un corps en deuil qui est triste, et sans aussi, c'est une indication que je donne souvent, c'est s'il y a une émotion, accueillez-la sans forcément essayer de comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là. Euh, Quand on danse, on peut être traversé par plein d'émotions, on peut rire et pleurer dans voilà. une minute. Et faut juste laisser faire le corps et pas se Voilà. dire pourquoi je pleure, pourquoi je ris, Ouais, pourquoi ouais. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un ce truc qui qui va doit pas. se passer. Et c'est justement dans ces instants-là qu'il se passe plein, 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 plein de choses dans le corps. Ouais, ça c'est important de le dire. On n'est pas là pour essayer de comprendre, d'analyser, de justifier. Non, on accueille, on se dit, ok, bah, je pleure, je sais pas pourquoi, mais c'est ok en fait. J'ai pas besoin nécessairement de Ouais. savoir pourquoi je pleure. Ou j'ai envie de crier et je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas grave. Il y a quelque chose en moi qui a envie d'être exprimé, je le laisse et j'ai pas besoin de comprendre ou de l'analyser pour que la guérison se fasse en fait. Oui. Et c'est dans l'après qu'on remarque ce qui est différent dans le quotidien. De Hmm, tiens, je dors mieux ou je me réveille moins angoissée ou je me dis que la vie est belle. Ça, c'est vraiment un truc que après donc cette première immersion de danse médecine dans ma formation, j'ai vraiment recontacté au fait que la vie est belle. hmm. Euh, et j'étais tellement surprise de à quel point j'allais bien. J'étais en mode, Ouais, et vraiment, je vais bien. Genre, la vie n'est plus un fardeau, quoi. Et ouais, ça, c'est énorme. voilà, c'est dans l'après qu'on, sans forcément comprendre, on constate, voilà. Voilà. Ah, génial. Je suis tellement contente que tu sois au micro, Julie, pour qu'on parle de ce sujet parce que Mm. je parle de la danse depuis des années, des années, des années et c'est toujours quelque chose qui est, comme te disais avant qu'on démarre l'enregistrement tout à l'heure, c'est souvent difficile de mettre des mots dessus. Et là, dans un dialogue, je trouve que c'est sympa parce qu'on s'entraide, enfin, on arrive à réveiller un peu des, une manière d'en parler parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose qui est vécu que parfois, je trouve Oui. pas forcément ça facile d'expliquer aux gens comment faire. Alors, j'avais aussi envie, tu as fait récemment un post sur ton compte Instagram pour parler des bienfaits de la danse seule chez soi dans son salon. Mhm. Parce qu'en fait, c'est vrai aussi qu'il y a des communautés de danse qui émergent dans beaucoup de villes et j'invite vraiment les auditrices à chercher danse médecine. Et tout à l'heure, Julie, tu nous donneras tes sites et ton site aussi, mais à essayer de trouver des communautés de danse près de chez soi. Mais il y a aussi la possibilité de danser dans son salon. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, les bienfaits de danser seul dans son salon ou dans sa cuisine? Ouais. Oui, en fait, on peut danser en collectif et c'est très puissant, mais je trouve aussi que danser chez soi, c'est aussi très bon. Pourquoi? Parce que on va pouvoir le faire au quotidien. Enfin voilà, on va pouvoir le faire de manière plus souvent, peut-être.
plus court. On va peut-être pas danser 2 heures seul et pourquoi pas, mais mais en tout cas, ça, voilà, on peut très bien danser quelques minutes. Ça va pouvoir aussi se faire dans l'intimité de son cocon. Parfois, on peut se sentir un peu ça peut être impressionnant d'être en groupe ou parfois on n'a pas forcément l'envie. Donc, c'est vraiment un bel espace. Et moi, j'offre, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais j'ai une plateforme en ligne où on peut danser, on peut faire, enfin, où j'ai ma guidance, la voix, etc. Et du coup, on peut danser seul chez soi. Mhm. Et c'est vraiment aussi super puissant et ça permet aussi ce que j'aime bien, c'est que tu le fais quand tu veux. Parce que parfois, tu t'inscris à un truc et puis ça arrive et ce jour-là, c'est ton premier jour de règle, t'as super mal ou t'as pas envie. Et là, c'est vraiment, tu vois, bah, j'ai fait une de mes guidances juste avant là. Euh, c'est bien d'avoir ce guide aussi parce que parfois, juste avec la musique, c'est difficile de se mettre dedans. Et du coup, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux connecter, me préparer avant le podcast et danser était la bonne réponse. Quand je t'ai invité, c'était déjà il y a quelques mois quand je t'ai contacté pour fixer la date pour enregistrer le podcast aujourd'hui, je suis allée sur ton site et donc tu offres une danse, une guidance gratuite. Oui. Et donc je l'ai faite justement pour connecter à ton énergie, pour connecter à ce que tu fais. Et c'était chouette. Et moi aussi, dans mes programmes de coaching, je propose des playlists. Donc j'ai des playlists pour danser la tristesse et le désarroi, des playlists pour danser la joie et les possibles, des playlists pour danser les limitations et la colère. Enfin, j'ai différentes playlists Hmm. qui évoquent différentes énergies. Et je dis toujours, quand vous sentez qu'il y a une émotion qui est là et elle est présente, en fait, et que vous avez envie de l'accueillir, la danse est vraiment magique pour ça. Donc, mettez une musique sur la playlist, mettez la playlist en route, en fait, et dansez aussi longtemps que vous avez envie. Une chanson, trois chansons, le temps que ça vous semble juste à ce moment-là. Oui. Donc ça c'est bien. Et en effet, donc ça c'est juste mettre la musique et danser. Et en effet, parfois d'être guidé, d'avoir un audio où il y a la musique et en plus une guidance, c'est aussi très aidant pour se sentir moins seul. Mais j'ai vraiment envie de finir cet épisode vraiment J'espère qu'on a fait un bon boulot, Julie et moi, à essayer de vous amener à, à- à comprendre la valeur et la richesse de la danse. Et j'ai envie de dire, l'étape d'après, c'est aussi de vous accorder la permission de danser, la permission de prendre ce temps dans vos agendas, que ce soit pour aller à un cours de danse. Et souvent, aller à un cours de danse ou aller à un stage de danse, ça veut dire laisser sa famille derrière, ça veut dire laisser les autres s'organiser sans soi. Donc, ce podcast s'adresse essentiellement aux femmes et beaucoup de mes auditrices sont des mamans, jonglent carrière, famille, tout Hmm. ça. Et elles portent beaucoup. Et donc, venir à un cours de danse ou mettre une playlist en route ou écouter une guidance chez soi ou venir aller à un stage, ça nécessite toujours vraiment ce moment de euh, je mérite de le faire, ça a de la valeur, c'est pas une perte de temps, ce n'est pas égoïste, les autres peuvent se débrouiller sans moi, je n'ai pas besoin de tout porter pour eux, je peux me faire ce cadeau d'aller danser en fait. Et voilà, j'avais envie de clôturer avec cette idée-là, de vraiment s'accorder la permission d'aller danser. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Même, ça me fait penser à une femme qui fait quelque chose autour du repos et elle dit Rest is rebellion. Donc, le repos est une rébellion et du coup, elle guide des yoga nidra. Il faut genre sourire avec un petit côté de Ah, j'ai une grosse to-do, haha, et ben, je vais dormir à la place. Et du coup, Mhm. d'activer ce côté rebelle de Ok, bah en fait, ouais, j'ai toutes ces responsabilités, j'ai tous ces trucs, bah c'est pas grave. En fait, je me mets en priorité et j'active un peu la rebelle en moi pour me dire non, mais en fait, je le mérite et je prends ce temps pour moi. Voilà, et ça n'est pas du temps perdu.
Oh Et je dis non. souvent, le reste attendra. Le reste attendra. Là, la priorité, c'est ma vie, hein. Je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est votre vie. Un jour, vous allez mourir. Et voilà, cette vie sur Terre, elle se terminera. Et donc, vous avez le droit de danser, en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de ranger la maison, de faire les lessives, d'essayer de contrôler, d'être la tour de contrôle à longueur de journée. Non, non, vous avez le droit de danser. Et vous allez voir que quand vous allez danser, tout le monde ira mieux. Vous irez mieux et tout le monde ira mieux et le monde ira mieux. Enfin, ça a un impact énorme en fait. Un impact énorme. Donc voilà, j'espère vraiment que les auditrices qui nous écoutent vont avoir envie d'aller danser. Alors dis-nous, Julie, Oui. où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut découvrir ce que tu proposes? Oui, alors déjà, vous pouvez aller sur dansemedecine.com. J'offre en effet une danse. Elle a changé, donc tu peux te reconnecter si tu veux, Génial. Christine. Et du coup, là, c'est un autre format. C'est un format de 30 minutes pour que il puisse être plus facilement, qu'on puisse le mettre plus facilement dans le quotidien. Ça va vraiment vous offrir une première guidance offerte. Si vous voulez continuer l'aventure en ligne, j'ai une plateforme qui s'appelle Soma, donc c'est un abonnement. Tous les mois, vous avez accès à tous les anciens contenus. Là, à l'heure actuelle, il y en a plus de 50 et 3 nouveaux contenus par mois du mouvement Danser pour enrichir votre palette corporelle parce que plus on sait bouger de différentes manières, plus on peut aller dans... Je suis convaincue, en tout cas, c'est ma croyance, que plus on peut aller dans d'autres endroits de notre soma et de nos émotions et de tout ce qui s'y passe, et de la danse médecine et des pratiques d'embodiment, donc de retour au corps. Donc ça, c'est sur Soma, danse médecine /Soma, dansemedecine.com/Soma. Je fais aussi des formations pour apprendre à devenir facilitatrice de danse médecine. Et ta sœur, d'ailleurs, a fait la toute première formation. C'est un format de 7 jours qui est super, qui donne vraiment toutes les clés pour plonger dans cette belle médecine. J'organise aussi des stages de temps en temps. Voilà, tout est retrouvé sur mon site web ou me suivre sur Insta où je donne plein de contenu. J'essaye en tout cas autour de la danse médecine. Donc c'est @julie.dansemédecine. Enfin, pas forcément d'arrobase d'ailleurs, si vous tapez dans la barre de recherche. Oui, Donc Instagram, Julie. julie.dansemédecine. Julie.dansemedecine sur Instagram. Super, formidable. Et dansemedecine.com pour retrouver toutes les informations. Un grand, grand merci, Oui. Julie, d'avoir accepté mon invitation. Les auditrices, je vous Merci à invite toi. à me retrouver aussi sur mon compte Instagram, @Christine Levicky. Venez m'envoyer un DM pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Un grand merci. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.